Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde ce soir, censure ou pas censure. On va s'arrêter sur la partition délicate du PS à l'Assemblée. Au lendemain de son discours de politique générale, François Bayrou s'est montré plus précis sur les retraites et sur le budget, mais ces concessions sont-elles suffisantes? Les socialistes gagnants ou perdants de ces négociations? C'est notre grand débat. Dans un instant, dans Franc-Parler ce soir, la fièvre parlementaire, des députés qui jouent à fond sur l'émotion, une assemblée spectacle où chacun s'exprime pour ses followers. C'est une étude inédite qui passe au crible grâce à l'IA. 2 millions d'interventions dans l'hémicycle depuis 2007. Hugo Subtil, l'un de ses auteurs, viendra nous la détailler tout à l'heure. Enfin, la question qui fâche ce soir, faut-il quitter X, le réseau social d'Elon Musk? On se lève, on se casse, a dit Sandrine Rousseau. Un mouvement est même lancé à partir de lundi pour quitter le réseau, jour de l'investiture de Donald Trump. Tir croisé entre deux députés à la fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. Ça commence tout de suite. Le compte n'y est toujours pas ce soir pour les socialistes, malgré la troisième voie qu'a tenté de dessiner cet après-midi François Bayrou sur les retraites. Le Premier ministre a précisé les choses. En cas d'échec sur des partenaires sociaux, on va y revenir dans le détail. On y voit un peu plus clair aussi sur les mesures de justice fiscale concédées au parti d'Olivier Faure sur le budget. Alors, qui est vainqueur? Qui gagne? Qui perd? Est-ce que les socialistes vont aller jusqu'à voter la censure des Insoumis demain, au risque d'être incompris des Français? Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Bienvenue, député socialiste du Calvados. Bonsoir Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, député du Gers, Ensemble pour la République, le parti présidentiel. Bonsoir Fanny Guinochet. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, journaliste économique à la Tribune et à France Info, la radio. Enfin, bonsoir Antoine. Bonsoir Myriam. Antoine Oberdorf, journaliste politique à l'Opinion, chargé de la gauche, qui suit ces négociations comme le lait sur le feu. On va commencer par la clé de voûte de ces discussions. J'ai nommé la réforme des retraites qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui, Bruno Donnet, dans son récap. Tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam. Et tous mes voeux. Bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, un peu de conclave, beaucoup de fumée. Oui, alors le conclave, d'abord Myriam, c'est celui que François Bayrou a appelé de ses voeux hier. Vous vous souvenez probablement que les socialistes lui avaient réclamé une suspension de la réforme des retraites. Eh bien, écoutez ce qu'ils ont finalement obtenu. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes. Point de suspension, comme l'a joliment titré Libération ce matin, mais un chantier. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que l'ensemble des organisations syndicales et patronales disposent désormais de 3 mois pour parvenir à un accord. Alors, est-ce que ça fait des socialistes les gagnants de cette séquence? Eh bien, pas vraiment. Écoutez pourquoi. S'il n'y a aucune sorte d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'imposer. Voilà, si le conclave ne produit pas de fumée blanche, en d'autres termes, si le MEDEF refuse les propositions des syndicats, c'est la réforme Borne qui s'appliquera. Inacceptable pour le premier secrétaire du parti. Pour nous, socialistes, le statu quo n'est pas possible. Eh oui, Olivier Faure s'est parfaitement compté et il a bien saisi que le MEDEF avait donc tout intérêt à faire capoter les négociations. Donc les socialistes n'ont pas vraiment gagné, ont-ils perdu pour autant? Alors c'est là que ça se complique, Myriam, car la fumée est dense et plus que nébuleuse, je vous explique. Ce qu'il faut arbitrer, c'est qui des partenaires sociaux ou du Parlement décidera in fine. Et si ça se complique très méchamment, c'est parce qu'après avoir expliqué qu'en cas d'échec, la réforme Borne s'appliquerait sans débat, François Bayrou a juré, c'est grandiose, cet après-midi, que la conférence sociale parviendrait mordicus à un accord. Il n'y a aucune possibilité pour que nous considérions à l'avance que les partenaires sociaux sont incapables de progression. Je crois exactement le contraire. Mais il a précisé aussi, accrochez-vous bien, qu'une autre voie était possible, une troisième voie parfaitement envisageable.
Mais il peut se produire, et il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Voilà, débrouillez-vous. Avec ça, les socialistes ont 24 heures pour décider s'ils voteront ou pas la censure de demain. Ils ont prévu de se réunir en conclave pour préciser leur position sur le conclave. On a connu, chère Myriam, des mises en abîme moins fumeuses. Oh, formidable chute. Merci beaucoup, mon cher Bruno. Alors, Arthur Delaporte, vous la votez pas, cette motion des Insoumis demain? Je crois que le résumé qui vient d'être fait de la situation est assez symptomatique de la situation où nous sommes. Vous la votez ou vous la votez pas? On a un Premier ministre oui ou c'est non qui est demain, la censure. Dans un flou permanent. Et donc, se positionner par rapport au flou, parfois, ça demande un peu d'exégèse. Et donc, du coup, ça nous demande de faire un peu d'effort, d'analyse, d'interprétation. Et parfois aussi, quand on reste sur notre faim, on est dans l'attente de certains... Est-ce que le groupe socialiste a pris sa décision sur la censure? Le groupe socialiste n'a pas pris de décision. Je vous l'annonce de façon formelle et solennelle. C'est le scoop du soir. Nous n'avons pas pris de décision. Par contre, nous continuerons d'en discuter demain, ainsi qu'au niveau du Parti socialiste. Vous savez, nous, on est un parti démocratique. Donc, ce n'est pas le chef qui tranche, ni le président, ni quelqu'un d'autre. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de formaliser une position. Bon, vous avez décidé ce soir de ne pas décider et d'attendre demain matin. Ça veut dire qu'il y aura quand même une position de groupe demain, hein? D'accord. Il y a deux choses. Il y a la remise sur le chantier, ça c'était hier, de l'ensemble de la réforme des retraites. J'imagine que pour Jean-René Cazeneuve, c'est pas rien. Et puis il y a cette troisième voie. Oui, alors la Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est une main tendue, un geste de plus pour les socialistes? Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas une avancée, parce que hier, on avait soit il y a un accord syndical et ça se transforme en loi, soit il n'y a pas d'accord, et dans ce cas-là, il n'y a pas de loi. Là, ce soir, il y a quelque chose d'un peu intermédiaire, de dire même s'il n'y a pas un accord total sur tout, il peut y avoir une loi. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si c'est un accord à minima sur un point de détail, est-ce qu'on fera une loi sur ce point de détail alors qu'il restera en gros la mesure la plus odie de toutes, celle de la retraite à 64 ans? Donc en fait, moi je reste un peu dans l'expectative de comprendre ce qu'il y a derrière cette fameuse troisième voie. Vous ne parlez pas de François Bayrou du Premier ministre. Et je crois que pas grand monde ne le parle, enfin, à moins que Jean-René Cazeneuve ait des explications à me dire sur ce qu'a voulu dire le Premier ministre, et auquel cas je suis tout à fait preneur. Jean-René Cazeneuve, c'est vrai qu'on avait compris qu'en cas d'échec, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'accord global, notamment sur le renoncement aux 64 ans, l'allongement de l'âge légal de départ, tout ça doit être financé, eh bien, c'est la réforme Borne qui s'appliquait. Ce soir, qu'est-ce qu'il faut comprendre précisément? Je vais répondre, mais d'abord, je voudrais, si vous me permettez, saluer l'accord à Gaza. Ça n'a rien à voir. Oui, vous avez raison, c'est extrêmement important. Et ça a quand même un rapport, parce que dans la tension qu'il y a aujourd'hui dans le monde, dans la tension qu'il y a dans notre société, ça peut être un élément d'apaisement. Je vais faire la parenthèse. Bon, on va parler des retraites. Je veux dire quand même, il n'y a pas que ça. Et le Parti socialiste peut effectivement demander encore un certain nombre de choses sur les retraites. Il a déjà obtenu un certain nombre d'avancées. Il y a eu, vous avez fait une liste assez précise et assez juste et assez exhaustive qui va peut-être encore s'enrichir. Mais on va y venir d'ailleurs, parce qu'on va parler du budget tout à l'heure. Mais là, restons sur les retraites. Sur les retraites, je crois qu'on ne peut pas faire plus, et je ne pense pas que François Bayrou... Non, je ne pense pas que François Bayrou... La démocratie, c'est bien, et on revient au Parlement. Ça ne coûte pas grand-chose, hein. Écoutez, franchement, faire passer une réforme avec le Rassemblement national sur les retraites, moi, ça ne me satisferait pas. Et donc, je pense que, attention à ce que voterait le Parlement en matière de retraite. Donc, il a ouvert la porte pour aller très très vite et revoir cette réforme, y compris sur quelque chose qui est pour nous extrêmement important, c'est l'âge de la retraite. Donc, il ne peut pas être plus ouvert. Il a donné un calendrier, donné la parole aux partenaires sociaux. Personne ne peut nous blâmer sur ce sujet, et j'espère pas le Parti socialiste. Donc, enfin. Voilà, très bien. Mais, prenons en considération. Il y a quand même toute une série d'avancées. Et franchement, donc, que ça a été si dit, vous le trouvez dialogue, une solution, si les partenaires sociaux trouvent une meilleure solution, je serais ravi. On va en parler avec Fanny Guinochet dans un instant. Le MEDEF a toujours été pour cette réforme, l'allongement aux 64 ans. Donc, il faut être deux. Il n'y a pas que les syndicats dans cette négociation. Est-ce que vous... possibilités. Pour vous, la censure des socialistes, si elle était décidée donc demain, serait insensée? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, c'est trop flou. J'ai beaucoup d'estime, moi, pour les députés socialistes et pour le Parti socialiste.
Et je suis certain qu'à Caen, il entend la même chose, tu entends la même chose que... Dans votre circonscription de Calvados. Des Français qui nous disent, trouver une solution. Apporter de l'apaisement, arrêter. La France est à l'arrêt. Moi, on pourrait parler pendant une demi-heure. Vous avez fait une liste des avancées pour le Parti socialiste. Je pourrais faire une liste, moi, de 10 pages sur les conséquences de la censure. Donc, les Français nous disent, les acteurs économiques, les associations. Je pourrais vous parler des associations. J'ai vu une association qui lutte contre les violences faites aux femmes il y a quelques jours qui me dit, je ne sais pas ce que va être mon budget. Bon. Oui, donc très bien. Je voudrais juste préciser pour nos téléspectateurs je suis sûr que le Parti socialiste va comprendre. Même si sur LCP on suit ça quotidiennement, si les socialistes censurent, c'est une censure pour du beurre, puisque le Rassemblement national l'a dit et redit, il ne censurera pas a priori, c'est-à-dire dès demain, le gouvernement de François Bayrou. Comment vous regardez ça, Antoine? Est-ce qu'ils gagnent ce soir ou est-ce qu'ils perdent, les socialistes? Je vais vous faire une réponse à la François Bayrou. Je veux choisir la troisième voie. C'est probablement une victoire à la Pyrrhus pour les socialistes. S'ils devaient ne pas censurer demain et essayer de jouer les prolongations au cours des débats budgétaires pour, jouant une ambiguïté stratégique sur leur censure, arracher de nouvelles concessions de la part du Premier ministre. Mais ce que disait Jean-René Cazeneuve est fondamental pour interpréter l'attitude et la position de vote qui sera celle des socialistes. Peut-être qu'il n'y aura pas une discipline de groupe parfaite, même si les chefs socialistes, évidemment, l'espèrent. Nous verrons. Ils sont divisés, les socialistes, ce soir? C'est 50-50 sur les 66 députés? Les socialistes continuent de réfléchir. Ils réfléchissent à la lueur de leur sociologie locale. Car lors des cérémonies de vœux, certains ont été sensibles, effectivement, aux arguments d'électeurs en proie à l'instabilité, à une forme de désarroi par rapport à ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale. D'autres sont tenus par les mises en garde, les coups de semonce, les intimidations de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en cas de dissolution. C'est évident. Pour une élue socialiste dans le département de la Seine-Saint-Denis, imaginez qu'on lui mette un candidat dissident insoumis si elle venait à ne pas voter la censure, car c'est ça la rétorsion. Ça pèse ce coup de pression massif de Jean-Luc Mélenchon hier. Il existe vraiment parce qu'il a très clairement dit si vous sortez et trahissez le nouveau Front populaire, on vous mettra, les insoumis, des candidats aux futurs législatifs partout. Il y a clairement un changement de ton de la part déjà du premier secrétaire du Parti socialiste à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. On a vu que Olivier Faure, qui a si souvent été décrit par ses opposants internes comme un espèce de valet de Jean-Luc Mélenchon, n'est pas du tout dans ce registre-là. Enfin, il a affirmé renouer avec une forme de culture de gouvernement du Parti socialiste, et on a désormais au sein du Parti socialiste des gens comme par exemple le collègue de l'heure d'Arthur Delaporte, Philippe Brun, qui disent Jean-Luc Mélenchon peut nous mettre 2, 3 dissidents s'il le veut face à nous. Nous agissons dans l'intérêt des Français. La boussole s'est déportée donc de la France insoumise vers ce qu'attendent les Français. Reste à savoir ce que ça produira, parce qu'au moment de voter la censure, en leur âme et conscience, les socialistes auront quand même à faire valoir des espèces sonnantes et trébuchantes auprès de leur électorat, auprès aussi de partenaires écologistes et communistes qu'ils auraient bien aimé garder avec eux. Bon, on comprend que le compte n'y est pas, vous n'avez pas les fameuses concessions remarquables réclamées par Olivier Faure. En un mot, nous on se positionne en effet, et ça vient d'être dit, par rapport à ce que nous pensons. On n'est pas ni les paillassons d'Emmanuel Macron, ni celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous pouvez comprendre que les Français se disent, ils étaient dans le dialogue, et puis ils vont censurer avant même qu'il ait commencé à travailler, François Bayrou, c'est a priori. Il y a aussi des questions de respect, parce que nous on a passé 2 semaines de travail exigeant avec le gouvernement. On a échangé des choses et vous pourrez comprendre notre déception hier lorsque nous avons entendu le discours de politique générale et que de ce que nous avions discuté, il ne restait pas grand-chose. C'est un compromis. Et c'est pour cela... Oui, c'était même pas un compromis parce qu'il y a un moment, on aboutit à quelque chose qui ressemble à un compromis, on pense qu'on va le retrouver... Une renégociation, c'est pas grand-chose. Non mais, par exemple... Où tout est ouvert, sans tabou, même les 60%. La renégociation, c'est quelque chose... Mais la renégociation qui, si elle capote, se finit par le rien, ça, ce n'était pas le deal qui était envisagé. Et donc, en fait, il y a l'impression hier, quand on écoute le discours de politique générale, que ça ne correspond pas à ce que nous avions pu évoquer dans les discussions que nous avions même la veille. Et donc, ce sentiment d'enfumage, il est quand même extrêmement frustrant. On a bien compris, le mot d'enfumage est prononcé, c'est très clair. Chacun a ses éléments de langage. Fanny Guinochet, vous suivez les partenaires sociaux. Vous avez passé des coups de fil aux syndicats, ainsi qu'au MEDEF, au patronat. Quelles sont les chances de réussite d'une telle négociation? Comment ça va se passer vendredi? Elle démarre.
Alors, le Premier ministre l'a dit, il y aura une réunion, un conclave, à partir d'un diagnostic partagé. Je comprends que le Parti socialiste ait un sentiment de s'être fait blouser quelque part, parce que c'est vrai qu'on attendait le mot suspension. Les partenaires sociaux eux-mêmes l'attendaient, s'y étaient préparés. Alors, pour le patronat, c'était une ligne rouge qui était une de plus, j'ai envie de dire, qui était franchie. Et puis, du côté des syndicats, c'était le cadeau qu'on n'attendait plus. Effectivement, je ne sais pas par quelle cuisine cela s'est passé, mais le mot de suspension n'a pas été prononcé. Il se retrouve avec une mission et une responsabilité qui est lourde. Est-ce que le MEDEF, par exemple, qui est clairement pour les 64 ans, prendra la responsabilité de bloquer tout accord possible ? Là aussi, il va y avoir des discussions. Là où je pense qu'il y a peut-être un diagnostic qui n'est pas... et c'est le pari que fait François Bayrou, c'est que les partenaires sociaux ont envie de discuter, déjà. Donc dire d'emblée, ça sera perdu, cette négociation, on n'y arrivera pas, c'est fichu, c'est pas vrai. Ils ont tellement envie de discuter qu'ils ont fait, si vous vous souvenez, une déclaration commune, MEDEF, et puis tout le patronat, et puis les syndicats, excepté... On avait reçu François Asselin de la CPME pour nous en parler de ce communiqué. Pour dire, il y en a ras-le-bol de ces politiques qui, grosso modo, je caricature, ne sont pas capables de se mettre d'accord, mettre la France vraiment en péril. Pardon. Nous, on est d'accord et on est capable, on a un esprit de responsabilité. Et donc, cet esprit de responsabilité, ils ont envie de le faire valoir. Ils ont envie de montrer qu'ils sont capables, ils ont envie de se saisir du sujet. Alors, peut-être que les 64 ans, et ce qui va être intéressant de regarder, ça va être la voix de la CFDT. Parce que Laurent Berger avait fait des propositions financées, justement, la CFDT sans aller jusqu'aux 64 ans. Une histoire avec le Parti socialiste qui est compliquée, c'est peut-être ce qu'il faudra regarder. Ils n'ont pas envie de revivre l'histoire de 2003, je ne vais pas la raconter, mais de se faire piéger. La CFDT demandait la suppression des 64 ans, mais la CFDT est un syndicat qui négocie, qui ne fait jamais la politique de la chaise vide, contrairement à la CGT. Donc la CFDT, aujourd'hui, elle va discuter, mais il est probable qu'elle se dise, finalement, plutôt que de se marginaliser, montrons aussi que nous sommes le premier syndicat réformiste de France, que nous sommes capables de discuter et que nous sommes capables d'arriver à attraper des choses, peut-être pas les 64 ans, mais sur lesquelles on demande depuis 20 ans, type la pénibilité. Donc vous nous dites, donc moi je pense que ça n'est pas fichu. Il y a une culture de négociation côté CFDT et il y a un veto du MEDEF qui serait tellement lourd qu'il n'est pas forcément au rendez-vous. Et le MEDEF n'a pas envie de paraître les ringards de service qui n'iraient pas, je caricature, mais qui n'iraient pas négocier dans un moment où effectivement, on leur demande un esprit de responsabilité, puis les patrons, ils se disent, on a tout intérêt à négocier, parce qu'on arrivera peut-être on fera peut-être des concessions sur la pénibilité, mais on évitera peut-être une économie à l'arrêt, on évitera peut-être des suppressions d'emplois, on évitera peut-être une crédibilité de la France qui sera perdue. Bon, voilà donc l'esprit de responsabilité. Antoine Oberdorf, moi je voudrais m'interroger un instant sur le calendrier. Est-ce que François Bayrou, l'exécutif, ne piège pas aussi les socialistes, parce qu'il y a deux temps très différents. Moi j'avais compris que le prix de la non-censure, c'était un accord sur les retraites. Oui. Sauf que l'accord sur les retraites, s'il arrive, c'est bien après le budget. C'est un package. Donc comment ça peut marcher s'ils ne savent pas si oui ou non ils auront un accord? Il va falloir se décider de ne pas censurer ce budget et de prendre le risque d'échouer sur les retraites. C'est pour ça que c'est un pacte de non-censure au lendemain incertain et qu'à tout moment, le Parti socialiste se réservera le droit d'appuyer sur la détente. Simplement, dans un premier temps, effectivement, s'engage-t-il dans ce nouveau train de négociation? On parlait de ces tunnels de conclave. Bon, là, c'est un nouveau train de négociation à la main des partenaires sociaux pendant 3 mois. 3 mois, ça nous ramène donc avant l'été 2025, ce qui est déjà en soi un calendrier plus resserré, parce que ce qui s'est joué aussi quand même à Matignon entre la direction socialiste et François Bayrou, c'est d'avoir un calendrier plus resserré, alors même qu'on leur évoquait au départ l'automne 2025. Oui, sauf que l'été 2025, c'est bien après la date butoir pour le budget, qui est donc fin février, début mars. Je vais quand même apporter un certain nombre de précisions calendaires. Parce qu'aujourd'hui, si on veut stopper la réforme des retraites, en gros, il faut avoir fait voter une loi avant l'été, parce que la génération qui serait concernée par, en gros, les trimestres supplémentaires, c'est à partir du mois de septembre, en gros.
Donc il faut pouvoir avoir voté une loi avant. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'arrêter la génération, le trimestre qui vient là. Techniquement, c'est... Oui, parce que les générations qui rentrent dans la réforme, c'est 3 mois de plus chaque année à partir d'octobre. C'est pour ça qu'on est sur une échéance assez resserrée, quelques mois, mais en même temps, on n'est pas sur 6-8 mois, parce que ça voudrait dire qu'en gros, on arrive déjà à plus de 63 ans et à plus de 170 trimestres cotisés. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est un sujet majeur, la question de la temporalité. Il faut que ça aille vite, mais ça a été rappelé à l'instant par Antoine Oberdorf. Si d'aventure, on se rend compte que ça ne va pas, la censure reste une arme assez efficace. Et il y a aussi encore d'autres censures qui arrivent potentiellement sur le vote du budget, par exemple, si le budget n'est pas à la hauteur. Mais vous le comprenez, cette question de calendrier qui forcément est importante. Bien sûr, et c'est très important. Et si on fait un peu de politique, c'est-à-dire que si le Parti socialiste vote la censure demain, c'est du Barnier bis. C'est-à-dire c'est de nouveau le Rassemblement national qui a la clé de la prochaine censure. Alors que si le Parti socialiste... Je dirais pourquoi. Si le Parti socialiste rentre dans cette négociation en disant on n'est pas satisfait, on verra ce qui va sortir de ce conclave, on verra ce que vous mettrez dans le PLF concrètement, on verra ce que vous mettez dans le PLFSS, on verra ce que vous mettrez dans le PLF 26 qui va arriver bientôt, et on se garde à chaque fois la possibilité, c'est eux qui ont la main et c'est eux qui peuvent obtenir des mesures plus à gauche, puisque j'imagine c'est votre objectif. Allez, pas tous en même temps. Vous posez en fait, en réalité, une des questions fondamentales dans les temps à venir, à savoir la question de la dissuasion. Comment le Parti socialiste peut-il recharger son barillet, apparaître comme un interlocuteur crédible et fiable, ce que n'a pas été le Rassemblement national précédemment, mais arracher des avancées. Oui, et là où c'est compliqué, là où le Parti socialiste peut se sentir cornérisé, c'est qu'effectivement, en donnant la main aux partenaires sociaux, qui autour de la table osera dire bah non, le dialogue social, on n'y croit pas. Le retour des corps intermédiaires, c'est pas vous qui allez le critiquer. Entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Et les partenaires sociaux, pour revenir à eux, ils le connaissent. Et en même temps, de ce point de vue-là, ils ont vraiment une carte à jouer après des années où ils se sont sentis méprisés. Donc ils auront à cœur de montrer qu'ils sont capables de faire des avancées, peut-être pas toucher les 64 ans, mais de trouver un certain nombre d'avancées et qui permettront de dire, bah regardez, faut dire que, on est capable, alors que les politiques ne le sont pas. C'est vrai qu'il y a le travail des femmes, c'est vrai qu'il y a la pénibilité, les carrières longues. Il y a des choses concrètes. Les carrières hachées, et donc ce serait dommage de se priver de ces avancées. Il y a plein de sujets, sauf que le problème, c'est que le débat, il est vicié dès le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit s'il n'y a pas d'accord, alors il n'y a pas de loi, et si on fait un accord à minima, par exemple... Sur les carrières hachées, ça sera toujours ça de prix sur les carrières hachées. Je pense que là, ça aurait pu être la pénibilité. C'est la fameuse réforme de la troisième voie de François Bayrou. Le vrai problème, au Parlement à ce moment-là. Le vrai problème, c'est que nous, notre sujet, c'est la mesure d'âge qui emporte le reste. Et donc, si on n'est pas en capacité de rediscuter de ça, et surtout si les syndicats rentrent dans la discussion avec cette pression-là, eh bien, en fait, ils sont en situation d'infériorité. Alors, ils ont l'habitude de rentrer dans des discussions avec des pressions. Oui, quand vous regardez toutes les réformes, l'assurance chômage y compris, ils avaient une lettre de cadrage extrêmement serrée. Ils ont réussi à faire un... Alors, merci pour la clarté de ce décryptage, au milieu de la fumée épaisse, comme l'a dit Bruno Donnet. Je voudrais qu'on avance, parce qu'il n'y a pas que sur les retraites que François Bayrou a tendu la main aux socialistes. Il y a aussi le budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Vous avez obtenu des avancées, Arthur Delaporte, sur la justice fiscale, sur les médicaments, sur le jour de carence pour les fonctionnaires. On va faire un petit tour d'horizon avec Stéphanie Despierres. Réaction juste après. Après le discours de François Bayrou, le patron des députés socialistes a encore quelques questions. Je veux savoir où on en est de ce projet de contribution sur les hauts patrimoines, où on en est de l'augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières, où on en est du jour de carence, du bonus auto, du prêt à taux zéro pour la construction. Alors qu'ils ont négocié toute la semaine avec les ministres de François Bayrou, les socialistes veulent enfin savoir si oui ou non le Premier ministre accède à leurs demandes. Premier feu vert sur la fiscalité du patrimoine. Nous sommes en train de travailler sur une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines. Accord aussi pour augmenter la taxe sur les transactions financières. Autre concession remarquable à la gauche, la hausse considérable du budget de la santé. Les dépenses de l'assurance maladie augmenteront de 3,3% au lieu des 2,8% prévus. C'est donc plus de moyens pour les hôpitaux. Ce matin, la ministre des Comptes publics valide deux autres points importants pour les socialistes.
aux oubliettes la suppression des jours de carence pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. Il a été discuté par le ministre de la fonction publique et les syndicats de ne pas forcément aller sur les 2 jours de suppression des jours de carence, mais de conserver la mesure qui fait qu'on est indemnisé qu'à 90% de son salaire. Le gouvernement renonce également à supprimer des postes dans l'éducation. Il y aura bien 2000 profs en moins, mais 2000 accompagnateurs pour enfants handicapés en plus. C'est une belle série de concessions à la gauche, mais où il y a, selon les socialistes, encore quelques détails flous. Ils espèrent les dissiper d'ici fin janvier, avant la commission mixte paritaire sur le budget. Alors, on va faire un peu de pédagogie avant d'avoir la réaction des socialistes sur ces gestes. Je ne sais plus si c'est des avancées, mais bon, ça m'a tout l'air d'en être. Fanny Guinochet, sur la justice fiscale, cette taxe anti-optimisation fiscale, vous l'avez comprise ? Alors, on n'a pas tous les mécanismes et Bercy est en train de travailler dessus. Mais l'idée, vraiment, c'est que avant, vous saviez, dans le budget Barnier, vous aviez une taxe pour les hauts contribuables, ceux qui payent 250 000 € pour un célibataire, 500 000 € pour un couple. Donc, c'est quand même le haut du panier. Eh bien, c'était un impôt, enfin, en tout cas, une taxation. Cette taxe, on ne peut pas la reproduire à l'identique. On ne peut pas la mettre à l'identique dans le budget, là, qui sera porté par François Bayrou. C'est des histoires, là, juridiques, de rétroactivité ou de non-rétroactivité. Il y aurait un risque que le Conseil constitutionnel censure. Alors imaginez, on en a déjà suffisamment, des risques de censure. Donc le gouvernement essaye de... Donc elle est remplacée par cette nouvelle taxe. En revanche, l'idée, le principe, il y a unanimité pour la remettre en place. L'idée, c'est de voir comment on peut faire pour qu'il y ait de nouveau cette taxe, ou en tout cas cette imposition, et puis que son rendement soit à même hauteur. Oui, parce qu'elle rapportait 8 milliards, c'est énorme. Donc le gouvernement qui cherche de l'argent partout en ce moment se dit c'est pas le moment d'en perdre en cours de route quelques milliards. Donc du coup, ça fonctionne comment ? Donc l'idée, ça serait, parce que vous pouvez pas faire rétroactivement sur les revenus de 2024, donc ça serait sur les revenus de 2025, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que François Bayrou et Éric Lombard parlent tout le temps de c'est un package, on regarde 2025. Et donc on va faire quoi ? On va taxer quoi ? Un revenu fiscal sur quoi ? Le patrimoine, c'est un ISF, c'est quoi ? Alors certains vous diront que c'est un retour de l'ISF, mais non, c'est plutôt sur le patrimoine et c'est aussi beaucoup sur les dividendes. C'est un certain nombre de dispositifs sur les rachats d'actions. C'est effectivement ce qui, pour caricaturer, pour simplifier, j'ai envie de dire, tout ce qui ne concerne pas du salaire, en fait. Le salaire... Mais sans être la fameuse flat tax sur le capital. Alors, il y aura une partie... Ça veut dire qu'elle va augmenter, cette taxe à 30%? Elle va probablement un peu augmenter, mais là aussi, on ne peut pas non plus aller à des niveaux... enfin, je parle sous votre contrôle, mais on ne peut pas non plus... Ça sera peut-être quelques pourcents. En tout cas, clairement, là, il faut s'attendre à un geste très fort sur la justice fiscale, parce que vous avez même en coulisses un certain nombre de patrons qui disent bon, il faut lâcher là-dessus, bon, il faut quand même donner des gestes de justice fiscale, sinon il faut quand même sauver ce budget, et ça fait partie du package pour sauver ce budget. 20 milliards d'impôts supplémentaires, qui va payer ? Les grands groupes, qui étaient prévus dans le budget Barnier. L'ironie de cette censure, c'est que et les entreprises du CAC 40 et les foyers les plus riches ne paieront pas d'impôts sur les revenus 2024. Ça, c'est le cadeau. Ça, c'est le cadeau des censeurs. Bon, maintenant, on est en train de pédaler, si vous voulez, pour essayer de trouver un mécanisme qui nous permettrait en 2025 d'avoir à peu près le rendement qui était prévu. Donc, comme on ne peut pas faire de rétroactif, on va imposer les revenus 2025 et demander un acompte fin 2025, de manière à ce que ça rentre dans les comptes. Ça n'aura peut-être pas le même rendement, ça va être difficile d'avoir le même rendement. Ça, on peut le faire avec l'impôt sur les sociétés, parce que c'est dans le budget. Sur la contribution sur le patrimoine, alors si je peux essayer de peut-être aussi d'apporter un complément d'explication, l'idée c'est une sorte de plancher, s'assurer que sur les revenus, sur l'ensemble de vos revenus du capital, vous payez un minimum d'imposition. C'est une mesure anti-optimisation fiscale sur le patrimoine. Parce que la flat tax existe, quand vous payez la flat tax, vous êtes imposé à 30% sur la flat tax, mais quand vous avez effectivement des revenus que vous mettez dans une holding, que vous ne payez pas, simplement vous les mettez dans une holding, enfin de préparer un futur investissement, etc. Très clair. Là, vous avez ces dividendes, et là, vous n'êtes pas
taxés aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est l'idée. Mais à mon avis, ça ne peut pas rentrer dans le budget tel qu'il va être aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de mesure, donc il n'y a pas d'accroche, on est en deuxième lecture, c'est la fameuse règle de l'entonnoir, donc soit ça arrive dans un texte un peu spécifique, soit ça va arriver dans le PLF 26 avec effet rétroactif sur 25. Voilà, voilà aussi des conséquences de la censure de la gauche et du RN. Arthur Delaporte, on ne va pas refaire la liste des concessions, mais il y en a pour les services publics en plus. Il y en a sur les médicaments, les consultations médicales. Là, on vient d'expliquer la justice fiscale que vous défendez à corps et à cri. Ça vous satisfait tout ça quand même? Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des éléments. On a réussi à obtenir quelques bribes de précision. Par exemple, on pourrait avoir 500 millions d'euros de plus sur l'hôpital. 500 millions d'euros de plus, je rappelle que notre demande, c'était 3 milliards d'euros. Parce qu'il y a déjà, rien que pour financer en gros les cotisations retraites supplémentaires pour l'hôpital, besoin de 1,5 milliard supplémentaires. Donc voilà, ça, c'est des sujets qui vont avoir encore, je pense, des discussions sur la table d'ici l'examen du budget de la commission mixte paritaire. Donc voilà, on n'est pas encore totalement satisfait, par exemple, sur la question de l'hôpital. On ne va pas régler la question de l'hôpital. Sur les 4000 postes, parce que ça, c'était un sujet important aussi pour nous, pour l'éducation nationale. Je n'ai toujours pas compris si c'était les 4000 postes qui étaient totalement annulés, si c'était moins 2000, plus 2000. Enfin, en fait, c'est encore Il n'a dit pas de suppression dans l'éducation nationale. Oui, il n'a dit pas de suppression, mais il s'est quand même bien embrouillé dessus. Il a été incapable de dire je reviens sur Je voudrais juste, et le débat conclu, je vous redonne la parole, mais Antoine Oberdorf, en fait, si je comprends bien, cette censure un peu plaisir, qui finalement n'a pas d'effet puisque le RN ne va pas censurer, elle servirait à quoi? Ça veut dire qu'ils vont continuer à négocier sur le budget, notamment les socialistes, après cette censure, s'ils la décident? Très sincèrement, je suis assez sceptique sur le concept de censure plaisir ou de censure pour du beurre ou alors de censure d'ambiance, comme on entend un petit peu. Parce que quand vous commencez à indexer votre position de vote sur l'attitude espérée, la position de vote espérée des députés du Rassemblement national, dont vous avez dit quelques semaines plus tôt qu'ils n'étaient pas fiables, en théorie des jeux, je ne veux pas être trop technique, mais souvent, ça mène à des surprises et parfois de mauvaises surprises. Compris demain, vous pensez? Marine Le Pen pourrait changer d'avis? Je ne m'avancerai pas là-dessus parce que tous les porte-paroles, tous les émissaires de Marine Le Pen jurent la main sur le cœur qu'ils ne voteront pas à la censure, que cela n'aurait aucun sens. C'est un jeu dangereux. J'observe simplement qu'après les propos, par exemple, du ministre François Rebsamen sur le fait qu'il ne respecte pas le Rassemblement national, il y a eu de nouveau un léger coup de pression, vous voyez, des troupes lepénistes. Donc, soyons prudents. Et ça va être une haie que vraisemblablement François Bayrou va enjamber comme il se doit demain, jeudi. Mais le débat budgétaire qui s'ensuit ne sera pas moins périlleux. Merci pour ce décryptage. 30 secondes pour conclure. Le débat budgétaire, on l'oublie parce qu'on parle des taxes pour les très hauts revenus. Mais aujourd'hui, avec la loi spéciale et sans budget, vous avez 18 millions de Français qui vont payer plus d'impôts sur le revenu et 600 000 qui vont rentrer. Oui, mais pour ça, il faut un budget. Donc les effets pour les Français sont là et pas les plus riches. Il s'agit de tout le monde. Bonne nouvelle. Merci. Il y aura un budget. Merveilleuse chute. Avec François Bayrou ou non, il y aura un budget. On se laisse sur cette note d'optimisme. Merci à tous d'être venus débattre sur LCP et bonsoir Hugo Subtil. Merci d'être là. Vous êtes mon invité franc-parler ce soir pour évoquer votre étude inédite sur l'évolution des débats à l'Assemblée. Vous avez disséqué grâce aux outils de l'IA 2 millions de discours tenus dans l'hémicycle entre 2007 et 2024. Et ce qui en ressort clairement, c'est la montée de la fièvre, comme nous l'explique Marion Becker. Interview juste après. Si on vous invite, Hugo Subtil, c'est parce que vous venez de publier une étude sur l'Assemblée. Spectacle, la fièvre parlementaire, ce monde où l'on catch. Ou comment l'hémicycle s'est désinstitutionnalisé en quelques années à cause de la polarisation des idées politiques et surtout à cause des discours des députés qui ont basculé sur le registre émotionnel. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. Vous êtes non pas Jean Moulin, vous êtes des Jeanne Mouline. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Hugo Subtil, vous êtes économiste. Vous menez des recherches à l'intersection de l'économie politique et de la science politique. Avec 2 confrères, vous avez analysé, avec l'aide de l'intelligence artificielle, tous les discours prononcés à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2024. En presque 20 ans, les discours émotionnels sont passés de 20 à 40% des discours prononcés, principalement à cause de la France insoumise et du Rassemblement national, chez qui ils représentent 50% des déclarations.
Et parmi les émotions, c'est celle de la colère qui domine à plus de 75%. Vous êtes des incapables, vous êtes des hypocrites et vous êtes des menteurs. C'est votre faute aujourd'hui si des agriculteurs se suicident. Mais les députés de la France insoumise, eux, dénoncent votre étude. On aspire à essayer d'expliquer le ressenti d'une population qui souffre et qui en a marre de voir toujours la même caste qui s'enrichit et sur le dos des personnes qui se situent de la France d'en bas, comme l'a dit l'ancien Premier ministre, M. Barnier. La colère peut-être parce qu'on est révolté par rapport à la politique menée et que ce n'est pas nous qui gouvernons peut-être, mais à l'émotionnel non. Vous estimez que les députés s'adressent davantage à leurs followers sur les réseaux sociaux qu'aux autres députés. Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour vous présenter mon activité à l'Assemblée nationale. Et vous regrettez, Hugo Subtil, que cet émotionnel ait pris le pas sur le rationnel en cette période de majorité relative. Une dérive, selon vous, qui pourrait affecter durablement les pratiques parlementaires et la vision de la politique par les Français. Et bienvenue sur ce plateau, Hugo Subtil. Alors on le sent tous, on le voit tous, que la colère, la peur, le registre émotionnel a explosé dans cet hémicycle. Mais ce qui est vraiment nouveau avec votre étude, c'est que vous le démontrez scientifiquement sur le temps long et chiffres à l'appui. Alors comment vous avez travaillé concrètement? Qu'est-ce que vous avez demandé à l'intelligence artificielle pour mettre à jour cette évolution? Bonsoir madame, très heureux d'être ici pour expliquer effectivement comment nous avons constaté avec mes deux co-auteurs Yann Algan et Thomas Renaud que les discours au sein de l'Assemblée nationale ont augmenté en termes d'émotion. Donc nous avons utilisé 3 techniques. Nous en mentionnons une dans cette étude qui est plutôt courte, c'est le recours à ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, et plus spécifiquement ce qu'on appelle les Large Language Models, les LLM. Et nous leur avons demandé, comme chaque Français peut faire, est-ce que ce discours est émotionnel ou rationnel? Nous avons fait une multitude d'études où on a demandé aussi est-ce que ce discours peut être neutre, c'est-à-dire être ni rationnel ni émotionnel. Mais nous avons trouvé à la fin que cette binarité entre émotionnalité et rationalité était ce qui reflétait le plus. Oui. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est l'échantillon. 2 millions, ça c'est grâce à l'IA. 2 millions d'interventions depuis 2007 dans cet hémicycle. Sans surprise, les porteurs de ce registre émotionnel, ce sont les Insoumis et le Rassemblement national. Le groupe de Jean-Luc Mélenchon est en tête avec 52% de discours émotionnels. Et on va voir la courbe. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne cesse de monter continuellement. Regardez, depuis 2017, c'est la courbe en rouge. Tandis que la courbe du RN, qui part de haut en 2017, il n'avait que très peu de députés, diminue. Elle diminue 2022 avec l'arrivée des 89 députés à l'Assemblée nationale. Ils arrivent en force. La stratégie de la cravate. Expliquez-nous ce graphique. Alors ce graphique, il faut le voir d'abord d'une manière un peu quantitative. Avant 2022, le Rassemblement national n'a que 8 députés, ce qui n'est pas le cas de LFI. Donc ici, on ne pondère pas par le nombre de députés. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement qu'il y a 2 stratégies différentes. Pour ces 2 partis politiques, l'émotion représente 50% de leurs interventions. Donc 50% de leurs interventions sont des émotions de colère, qui est l'émotion principale qui ressort de leur intervention. Et le Rassemblement national, lorsqu'il arrive en 2022, après ces élections avec 89 députés, ils font une stratégie dite de normalisation, une stratégie où ils vont essayer donc, de faire, on va dire, profil bas pour essayer d'être un parti qui revient dans le cercle républicain, diront certains. Et elle se mesure d'ailleurs, cette notabilisation. C'est assez intéressant. Elle se mesure dans la manière dont il parle, alors que la France insoumise décide politiquement d'une autre stratégie. C'est une stratégie qui a été, on va dire, théorisée par Chantal Mouffe, une philosophe très connue. La conflictualité. Exactement, tout conflictualiser, et ça ressort bien dans l'analyse de ces discours. On conflictualise, donc on est émotionnel. Et vous avez tout mesuré dans cette polarisation. Les autres camps politiques sont également présents. La colère pour les Insoumis et le RN, la peur pour la droite, la joie et la tristesse pour le centre. Oui, après, donc ça dépend effectivement de qui on est au sein de cet hémicycle. Donc, il y a des députés qui font partie du parti de gouvernement. Donc, en fait, on est émotionnel lorsqu'on est dans l'opposition, lorsqu'on est au sein du parti qui représente la majorité présidentielle depuis 2017. On est beaucoup moins émotionnel parce que ce qu'on veut, c'est faire passer des lois, c'est faire avancer son agenda politique. Donc, effectivement, on va plus jouer sur la rationalité, sur le fait qu'il n'y a pas de raison pour la majorité, la fièvre pour les oppositions. Peut-être. C'est ce qu'on remarque.
qui augmente pour tout le monde. Si, voilà, elle augmente pour tous les partis depuis 2017. C'est peut-être dû à une fragmentation de l'échiquier politique. C'est peut-être dû aussi également à une polarisation dans la société, et l'Assemblée nationale est le reflet de cette société-là. Donc c'est une fièvre qui atteint tout le monde, mais notamment le parti la France Insoumise et le Rassemblement national. Et bien sûr, les réseaux sociaux, on va en parler. Mais vous parlez d'assemblée spectacle. L'hémicycle a toujours été un théâtre. Oui. On peut remonter au siècle dernier. Il y a toujours eu de la fièvre, au fond, de la tension, parfois même de la violence. Qu'est-ce qui change véritablement ces 20 dernières années? Alors nous ne pouvons pas quantifier ce qui a changé avant 2007, car nous n'avons pas les données. On rêve d'avoir les données de l'Assemblée nationale. Mais vous montrez dans votre étude que 2017 est un vrai tournant. Pourquoi ? 2017 est un vrai tournant parce que je pense qu'il y a une fragmentation de l'espace politique français. On est passé d'une bipolarisation avec simplement le Parti socialiste et l'UMP, puis les Républicains, donc qui étaient deux partis de gouvernement qui alternaient, à l'arrivée avec Renaissance et le parti présidentiel, à simplement une fragmentation de l'échiquier politique et qui a créé une polarisation qui n'est pas forcément mauvaise parce que les Français peuvent se retrouver dans un espace politique plus large, un spectre plus grand, mais qui a créé plus de dissonance parce qu'aujourd'hui, c'est multiples partis, cette fragmentation n'a pas créé de consensus, n'a pas créé de compromis. Donc 3 blocs, c'est davantage d'émotions et de colère que finalement le clivage gauche-droite. L'interlocuteur des députés a changé. Et ça, c'est très intéressant. Les députés, une partie d'entre eux, ne s'adressent plus à leurs collègues députés ou même aux intermédiaires que nous sommes, nous, les journalistes, mais directement à leur public sur les réseaux sociaux, par des interventions calibrées. Exactement. Ça, c'est une étude, enfin, c'est une partie très importante de notre étude. Ce qu'on montre, c'est que l'Assemblée nationale a connu une véritable métamorphose. Elle est passée d'une assemblée où, en tant que député, on discutait, on s'adressait à ses collègues ou aux journalistes, qui étaient le médium choisi à l'époque pour traduire ses interventions aux citoyens, à directement une désintermédiation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le politique, le député, parle directement à ses followers sur les réseaux sociaux. C'est l'arrivée de la génération TikTok dans l'hémicycle. Exactement. Et la France n'est pas la seule à connaître ce mouvement-là. Ça a été quantifié dans d'autres pays par d'autres chercheurs, mais nous montrons pour la première fois, voilà, ce changement, on change la personne à qui on s'adresse. Est-ce que ça ne rend pas la parole plus accessible aussi? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au fond, pour faire de la pédagogie, ce sont des bons vecteurs que d'aller susciter l'émotion et de faire court? Parce que c'est ça que vous montrez aussi, c'est que les interventions sont calibrées pour faire des vidéos TikTok d'1 minute. Alors, 2 choses. Premièrement, effectivement, parler peut-être de manière plus émotionnelle, nous n'évaluons pas si c'est plus pédagogique, mais peut-être de manière plus... Voilà, de manière plus franche, de manière plus facilement compréhensible pour tout le monde, c'est bien sûr vecteur de démocratisation des idées politiques, et ça je pense que c'est une bonne chose. Mais les effets pervers? Voilà, les effets pervers, la colère, lorsqu'on est prêt à renverser la table, on n'est pas prêt à être en compromis, et donc on se polarise, et on voit bien aujourd'hui qu'une société et une assemblée polarisée, où personne n'est prêt au compromis, n'est pas une instance dans laquelle on peut avancer et où lequel on peut créer un mouvement ensemble. Oui, bien sûr, d'ailleurs, les chiffres sont édifiants. Cette polarisation, elle a été multipliée par 6 depuis 2007. Ce que vous montrez aussi, c'est qu'une partie de cette colère, c'est du fake. Elle est un peu feinte. On l'explique, 150 mots en moyenne pour LFI, ça correspond exactement au format de moins d'1 minute. Il y a un maître en la matière que vous montrez, que vous pointez un peu, c'est François Ruffin. Exactement, on a choisi cet exemple iconique, mais il y en a bien d'autres, et on cite LFI, mais il y a aussi d'autres partis politiques qui font l'usage des réseaux sociaux. Après, il est vrai de notre étude et de ce que nous comprenons aujourd'hui de cette manière-là, LFI se distingue particulièrement par ce que certains appellent des ruffinades, mais ce format très court qui est destiné pour le format TikTok, donc plus pour les jeunes, a aussi, via Jordan Bardella par exemple, bon, qui n'est pas au sein de cette assemblée, qui permet de véhiculer des informations qui sont différentes et qui sont plus choquantes, des punchlines, donc qui sont plus provocantes et qui ne permettent pas, une fois encore, le compromis pour avancer au sein d'un hémicycle. François Ruffin, en même temps, il prend énormément d'exemples extrêmement concrets dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle la politique incarnée par le terrain. C'est plébiscité par les Français. C'est-à-dire qu'on lui accorde une forme de sincérité à avoir justement cette capacité de se mettre à la place d'eux.
ceux qu'ils représentent. Et bien sûr, et encore une fois, on essaye de vraiment pas avoir un aspect normatif, mais on se demande simplement, un député, pourquoi est-il dans l'hémicycle? Pour parler aux personnes qui votent pour lui, donc à ses followers, donc les personnes qui vont être amenées dans sa circonscription à voter pour lui, ou est-il son but est-il là pour parler davantage à ses collègues, pour créer un compromis sur une loi et la faire avancer? On comprend la bien loi ou la popularité? Et peut-être à la fin de la journée. Comment on en sort? Vous montrez aussi très bien que cette polarisation, elle suit exactement à l'Assemblée la même courbe exponentielle que celle du Congrès américain. Comment on en sort de cette polarisation? Comment on dépassionne? Hier, il y a eu le discours de François Bayrou, ça a duré 1h30. On a l'impression que les députés n'ont même plus l'attention nécessaire pour tenir et écouter un discours qui est immédiatement qualifié de lénifiant, trop long, pénible. Comment on en sort? Alors ça, en tant que chercheur, je n'ai pas forcément de solution. Les études en économie montrent qu'il y a plusieurs techniques institutionnelles, comment changer la manière dont on fonctionne au sein de nos institutions pour créer davantage de consensus. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Parlement islandais, où les parlementaires ne sont pas regroupés au sein de blocs politiques distincts, mais ils sont placés au sein d'une loterie, en fait. Et donc chaque année, ils vont changer de voisin, et en fait, ils vont apprendre que leur voisin, qui est certes quelqu'un avec une idéologie différente, des opinions politiques différentes, et en fait un homme, une femme qui a aussi les mêmes problèmes. On casse les camps géographiquement dans l'hémicycle. Bonne idée. Et au Parlement européen, les députés étaient avant classés par ordre alphabétique au sein de leur camp, mais quand même, donc les Français n'étaient pas entre eux, ils étaient mis à côté d'un Allemand en fonction de leur ordre alphabétique. Donc... La fièvre parlementaire, je renvoie à cette étude du CEPREMAP et de l'Observatoire du bien-être. Merci Hugo Subtil. Je vous propose de rester avec nous parce que le sujet qui vient, il est directement lié au vôtre. Tout de suite, la question qui fâche, 2 députés vont nous rejoindre. Téléphone, c'est le vôtre. Une question qui fâche ce soir, rester ou partir du réseau X, le réseau d'Elon Musk. On va en parler ce soir avec Antoine Léaumont. Bonsoir. Bonsoir. Et merci infiniment d'être là. Député La France Insoumise de l'Essonne et Pouria Mirchahi, bonsoir. Bonsoir. Député écologiste de Paris. Avant de vous entendre là-dessus, parce que c'est le débat du jour, un mot peut-être, vous avez pu écouter un tout petit peu cette interview? Oui, j'ai entendu quelques... Vous êtes l'homme des réseaux sociaux chez LFI, il faut le dire. Vous l'avez théorisé, cette idée de s'adresser aux followers. Bon, déjà, j'étais responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon pendant 10 ans. Et effectivement, nous, on a voulu utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir porter nos propositions, notre programme. Et je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que vous avez dit, parce que si j'ai bien compris, l'étude que vous avez faite parle d'un raccourcissement du nombre de mots dans les interventions. Et je pense qu'il y a davantage... Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Alors moi, c'est cette partie-là que j'ai entendue, pardon, je vous en prie. tout à l'heure, mais en tout cas, sur cette partie-là que j'ai entendue, moi, il y a un élément auquel je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interruptions qu'avant, peut-être à l'Assemblée nationale. Il y a un jeu d'interruption de la parole des autres, en fait, qui intervient beaucoup plus, et qui peut-être peut fausser de temps en temps les études, parce que quand il y a une interruption dans une prise de parole un peu longue, il va compter 2 interventions. Il peut y avoir ce problème-là. Est-ce que le monde des plateformes ne doit pas rester un peu étanche de celui du Palais Bourbon? Je pense effectivement que, en tout cas moi par exemple, j'essaye de penser mes interventions comme pouvant être entendues à l'extérieur. Il y a peut-être davantage le souci d'être entendu par les citoyens qu'avant, où c'était sans doute des débats qui étaient très concentrés sur le débat parlementaire et l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et pour ma part, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on essaye de faire ça en lien avec l'extérieur de l'Assemblée nationale. Oui, Amir Chaïf, vous allez lire La fièvre parlementaire. Cette étude, elle est édifiante. Il y a 2 millions d'interventions dans l'hémicycle qui sont passées au crible. On peut, au fond, en sortir de cette polarisation dans l'hémicycle où les Français qui regardent les questions au gouvernement sont condamnés à vivre de plus en plus comme ça de clash. Moi, je pense qu'il faudrait en sortir. En tout cas, j'ai été à l'Assemblée il y a 10 ans, je suis revenu et j'ai trouvé que, mais peut-être que c'est un peu vieux jeu de dire ça, ou vieux con, je ne sais pas, que ça s'est un peu détérioré. Je trouvais que le climat était électrique en permanence, trop souvent. Les interruptions, Antoine vient de le dire, sont beaucoup plus fréquents qu'avant. Et d'un point de vue général, ça ne nuit pas à la qualité du débat. C'est-à-dire de la controverse organisée, de la dispute démocratique dans laquelle on essaie de se convaincre, ou à défaut, de s'écouter. Après, je comprends parfaitement le choix qui consiste de vouloir être compris de l'extérieur. Mais ce qui ressort à l'extérieur, ce n'est pas simplement ce qu'on donne à voir soi-même en retranscrivant, en donnant après avoir empastillé son intervention. C'est aussi ce que les gens voient. Et les gens voient aussi
le bruit, le brouhaha, une forme de conflictualité incessante. Et du coup, ça n'éclaire pas le débat public. Or, on est censé éclairer le débat public. Oui, et avoir le courage de la nuance parfois. C'est-à-dire que le parti pris de Antoine Léaumont et de tous ceux qui sont passés par ton parcours, à savoir ont été en charge de communication politique importante, était sincèrement celui d'être entendu des autres. Mais maintenant, ça produit autre chose. C'est-à-dire que ce formidable relais d'opinion devient soit un entre-soi, parce qu'on est dans une bulle, on se parle à soi-même et à ceux qui nous aiment et qui nous suivent, donc on les flatte. Et là, c'est le risque de la démagogie. Ou c'est le sectarisme, c'est-à-dire la violence permanente. Bon, c'est passionnant et on en vient à notre sujet qui fâche quand même, parce que vous avez été invité pour ça, face à face sur rester ou partir de X. Marco Pommier pour résumer l'enjeu et face à face juste après. Dans le viseur ce soir, X, anciennement Twitter. Dans une lettre publiée dimanche, l'écologiste Sandrine Rousseau appelle les 191 membres du NFP à quitter le réseau social entre les mains de l'homme le plus riche du monde. On se lève et on se casse, propose la députée. Rester sur X, c'est en partie cautionner ce que la plateforme est devenue sous Elon Musk. Depuis 2022 et le rachat de la plateforme, le milliardaire américain a réduit les équipes de modération du réseau social et donné une plus grande place aux contenus polémiques, mensongers et complotistes en agissant sur les algorithmes. Renforcé par la victoire de Donald Trump, le milliardaire se mêle désormais des affaires du monde. Plus de 200 messages publiés sur X contre le Premier ministre britannique, réclamant même début janvier sa démission. Starmer doit partir et il doit être poursuivi pour sa complicité dans le pire crime de masse de la Grande-Bretagne. Elon Musk critique sa gestion d'une affaire d'exploitation sexuelle et de viol sur mineurs dans les années 2010 en tant que procureur. Autre ingérence, en Allemagne. À quelques semaines d'élections anticipées, l'homme d'affaires affiche ouvertement son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite, pour déstabiliser le gouvernement en place. Alors les dirigeants européens haussent le ton, d'Olaf Scholz à Emmanuel Macron, en passant par Pedro Sanchez. L'homme le plus riche de la planète attaque ouvertement nos institutions, attise la haine et appelle clairement à soutenir les héritiers du nazisme en Allemagne lors des prochaines élections. Depuis 2023, la Commission européenne a lancé une enquête contre le réseau social qui pourrait aller jusqu'à son bannissement de l'UE. En attendant cette hypothétique conclusion, plusieurs personnalités politiques françaises ont déjà quitté la plateforme. La maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Nancy, Mathieu Klein, ou encore Benoît Hamon. Voici notre question qui fâche. Faut-il quitter X ? Et pour Yermi Chahi, vous quittez X ce lundi, 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump. Pourquoi ? D'abord parce que ce jour symbolique de l'intronisation de Donald Trump, c'est aussi celui de la prise du pouvoir plus formelle par Elon Musk. Elon Musk, qui est maintenant propriétaire de X, c'est un propagandiste très puissant du nouveau fascisme moderne qui s'installe et sur lequel sont indexées beaucoup de capitales maintenant européennes. Pedro Sanchez en parlait tout à l'heure. Ces attaques-là sont frontales quand elles ne sont pas insidieuses, mais elles sont de partout et incessantes. La deuxième raison, c'est que, donc, de ce fait, l'antifascisme n'étant pas juste un amusement pour adolescents boutonneux en quête d'identité sociale, mais un combat de notre temps, je ne lui donnerai pas mon argent, ni l'argent des autres, car véhiculer autant de personnes qui vous suivent, c'est véhiculer autant d'objets publicitaires derrière. Donc, c'est des revenus pour lui. Or, il faut le désarmer autant qu'on peut. Je dis bien autant qu'on peut. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié à la qualité du débat, on en parlait tout à l'heure, la qualité de la controverse, qui, à mon avis, mériterait d'être soigné. Et X, ce réseau-là en particulier, mais ce n'est pas le seul, ne soigne pas le débat. Au contraire, il l'attise, il l'attise et il l'attise. Bien compris. Je rappelle que vous aviez 60 000 followers, vous avez quitté X une première fois, vous n'en avez plus que 2000 en étant revenu et vous partez définitivement ce lundi. Antoine Léaumont, 205 000 followers. Vous répondez quoi à ceux qui partent ? Que je les comprends. D'abord. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans cette controverse, c'est que je comprends les raisons et les logiques qui amènent certains à dire qu'il faut quitter cette plateforme. Et d'une certaine manière, je les partage aussi. Maintenant, je
je considère que si on laisse les personnes qui utilisent Twitter sans un contrepoint, sans des personnes qui précisément vont continuer à défendre une politique différente, une logique c'est déserté de opposée. partir. Je ne dirais pas que c'est déserté parce que je considère que ça fait partie du combat et c'est une manière différente de mener le combat. Et je pense c'est laisser le champ libre à quoi? À qui? En fait, c'est laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Alors après, il y a un risque, c'est que d'ores et déjà, on sait qu'il utilise l'algorithme pour valoriser un certain nombre de contenus et notamment ses propres tweets. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il a valorisé l'extrême droite en Allemagne, c'est en la relayant. J'ai regardé un peu les statistiques sur le sujet, les publications de la responsable allemande de l'AfD. On était sur un peu plus d'1 million de vues sur ces tweets sur les 15 derniers jours, tandis que pour les écologistes, on était à 300 000. Donc clairement, Elon Musk a poussé le contenu. Mais vous considérez que ça vaut la peine quand même d'y rester, malgré justement ces algorithmes de buzz? Moi, je considère que ce qu'il faut faire, c'est essayer de mener la bataille sur tous les fronts. Je comprends la logique qui est faite en fait, je la combats pas, je la comprends, je suis assez d'accord avec le principe, mais je pense que pour ce qui... Par exemple, vous avez dit, je suis assez suivi sur Twitter. C'est le cas de beaucoup d'insoumis sur Twitter. Ça va être difficile sur Blue Sky de les retrouver, les 200 000, c'est ça le problème? C'est pas ça le sujet. C'est que parfois, nos contenus vont être plus visuels, plus visibles que ceux de l'extrême. Justement, ça va donner un contrepoint. Moi, sur X, pour l'instant, en France, on est sur 15 millions d'utilisateurs, 11 millions d'utilisateurs mensuels, 6 millions d'utilisateurs journaliers. Je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui sont tous d'extrême droite. Si jamais on les laisse précisément dans une bulle de filtre qui va être une bulle de filtre d'extrême droite, par la force des choses, sinon on s'en va, il ne va plus rester grand monde pour défendre nos positions politiques. Je crains que petit à petit, les gens s'enferment dans un monde qui est un monde en plus où il y a une question qu'il faudrait rajouter, mais qui est l'ère de la post-vérité, où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses. Parce que Elon Musk, justement, propose, y compris avec Grok, qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Et moi, mon pari, c'est celui de l'intelligence. Alors justement, il y a un débat, j'essaye d'aller très très vite, mais c'est un débat qui est très philosophique en même temps. Mais il y a une question qui est posée sur comment on fait pour lutter à la fin contre l'extrême droite. Moi, mon pari, c'est celui de l'intelligence. Et je pense que l'extrême droite, dans un grand nombre de sujets, prend ses électeurs, je vais le dire comme je le pense, cash. Je pense qu'ils prennent les gens pour des imbéciles qui n'ont pas de mémoire. Dans un grand nombre de sujets. Je vous donne un exemple très concret. À l'été, Jordan Bardella dit qu'il faut faire un audit sur la question des retraites. Juste après, les voilà qui prétendent qu'ils veulent abroger la réforme des retraites. Et c'est comme si on avait oublié. Ils ne censurent pas en octobre, ils censurent en décembre. Bref, moi je fais le pari qu'on peut y compris faire reculer l'extrême droite. Donc vous voulez parler aux électeurs, à tous les électeurs, y compris ceux qui n'ont pas encore d'avis. Du RN sur Twitter, sur X, Hugo Subtil, il y a beaucoup, je vous redonnerai la parole, il y a beaucoup de médias qui ont ouvert la voie, hein. Il y a Ouest France, il y a Quotidien sur TMC, Mediapart. Est-ce qu'il faut que les médias donnent l'exemple déjà pour ouvrir le mouvement et les politiques, est-ce qu'ils doivent partir seuls selon vous ou carrément par famille politique, les partis? Moi, je pense que partir par famille politique, c'est beaucoup plus puissant. En fait, c'est un effet d'inertie où tout le monde attend, et un effet de coordination, tout le monde attend que l'autre avance et bouge à sa place. Donc si on fait tous le mouvement de quitter pour d'autres plateformes, car d'autres plateformes existent où les algorithmes ne promeuvent pas des idées toxiques, ne promeuvent pas les idées d'extrême droite, comme vous avez dit, ça sera beaucoup, beaucoup plus effectif. Donc bougeons tous ensemble. Bougeons tous ensemble? Oui, bien sûr, et je pense qu'il eût été sans doute beaucoup plus puissant si, pour le coup, tous les députés partie prenante du NFP partaient ensemble, parce que c'est un acte politique. C'est un appel que vous lancez ce soir sur la chaîne parlementaire? Oui, mais bon, manifestement... Amis du NFP, partez. Je ne serai pas suivi ce lundi, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de partir et de quitter. Parce que moi, j'ai un désaccord avec ce qui vient d'être dit. C'est que il ne faut pas rester à cultiver le jardin de ceux qui, de toute façon, veulent nous saborder à la fin. Il faut absolument comprendre que notre responsabilité, surtout quand on a comme toi 200 000 personnes qui suivent. J'ai vu que Anne Hidalgo, Benoît Hamon et d'autres personnalités qui avaient un nombre encore plus important de personnes sont partis. Votre responsabilité, c'est justement de dire aux vôtres, on part, on s'en va. Parce que vous me suivez. Donc c'est les comptes les plus suivis qui doivent amorcer le mouvement. Exactement, de l'intelligence des électrices et des électeurs, donc aussi des personnes qui sont abonnées. Il faut absolument aussi, comme on leur a dit, ne votez pas pour cette bête-là,
Ne restez pas dans ce jardin-là, ne le cultivez pas. D'un mot, Antoine Léaumont, c'est la société civile, c'est les utilisateurs qui feront le changement où il y a des règles, la régulation, le bannissement, l'Europe avec voilà, le Digital Services Act. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on porte la bataille. On est législateur, donc on doit porter la bataille aussi au niveau où il faut la porter. Si on veut combattre ce réseau social en disant c'est un réseau social qui est dangereux, bah voilà, il faut qu'on aille porter la bataille au niveau. Vous savez quoi, où messieurs les députés, c'est suffisamment passionnant. Je vous propose de vous réinviter parce qu'on va se donner du temps. Là, franchement, c'est un peu frustrant. Merci beaucoup. Merci Hugo Subtil. Et lisez donc cette étude passionnante sur l'évolution des discours et le registre émotionnel qui a pris beaucoup de place dans cet hémicycle. Très bonne soirée sur LCP. La chaîne parlementaire, tout de suite, avec un nouveau documentaire. À demain, même lieu, même heure.